Les textes de la nouvelle armée en élaboration à Grand-Bassam, un nouveau code de déontologie de la police sera mis en place pour corriger les dysfonctionnements constatés au sein de la police. Plusieurs faits, notamment le racket, sont reprochés aux policiers. Les grossesses précoces au centre des activités du programme national de la santé scolaire. Un séminaire a été organisé pour sensibiliser les acteurs du système éducatif et universitaire sur les dangers des grossesses précoces. Et puis on ira au Pakistan pour parler de la campagne pour les législatives du samedi. Le sprint final de la campagne a marqué une pause à la suite des blessures de l'un des candidats. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu hier le directeur exécutif de la société minière Andeavour, ainsi que les ambassadeurs de Grande-Bretagne et du Japon en Côte d'Ivoire. Au menu de ces rencontres, le développement du secteur minier et le renforcement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et les deux pays. On fait le point avec Awa Touré. L'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire était porteur d'une lettre d'invitation du Premier ministre au président de la République, Alassane Ouattara. Une invitation au sommet Afrique-Japon, le TICAD 5, qui va se tenir du 1er au 3 juin. Cette rencontre consacrée au renforcement de la coopération entre l'Afrique et le Japon a pour thème cette année « Main dans la main pour une Afrique dynamique ». Et aussi, il y a 3 piliers importants. Le premier pilier, c'est une économie robuste et durable. Et le deuxième pilier, c'est une société inclusive et solide. Le troisième pilier, c'est la paix et la stabilité. Nous sommes très reconnaissants de l'acceptation de M. le Président de la participation à la TICAD 5, qui est une conférence très importante pour renforcer davantage les relations de coopération entre l'Afrique et notamment entre le Japon et la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire a, lui, indiqué, à l'issue de sa rencontre avec le président de la République, avoir discuté avec lui de quelques rendez-vous le mois prochain à Londres. Il s'agit notamment du sommet du G8. Le diplomate britannique était accompagné de la représentante de la Société financière internationale, SFI. Cette année, c'est la Grande-Bretagne qui prend la responsabilité pour le G8. Et nous espérons que M. le Président ou peut-être les autres ministres ou le Premier ministre peut attendre quelques événements à Londres. Et en même temps, j'étais accompagné par Cassandra Koba, le directeur du SFI ici, oui, parce que le SFI veut préparer une conférence, un événement pour attirer l'investissement à Londres en même temps. Dernière personnalité reçue ce mardi par le chef de l'État, le directeur exécutif de la société d'exploitation minière, Andeavour. Nell Woodier, qu'accompagnait l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, est venu remercier les autorités ivoiriennes pour leur appui au moment de l'implantation de son groupe en Côte d'Ivoire. La compagnie Endeavour est en train de construire une mine d'or dans la région de Divo, à Agbaou, et se réjouit de pouvoir investir en Côte d'Ivoire. La mine d'or d'Agbaou, dans le département de Divo, avec un investissement de près de 80 milliards de francs CFA, rentre en production le premier trimestre 2014. Et avant de continuer en images, sachez que le chef de l'État va honorer aujourd'hui les rois d'Afrique. Le président de la République, Alassane Ouattara, recevra dans quelques instants les nouveaux champions d'Afrique au palais présidentiel pour les féliciter et les distinguer. Les champions d'Afrique sont accompagnés des membres de la Fédération ivoirienne de football et la cérémonie va commencer dans quelques instants. Une délégation de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a été reçue hier par le Premier ministre Daniel Kablan
Duncan, la présidente de l'institution, juge Sophie Akufo, a exprimé sa gratitude au gouvernement ivoirien pour le soutien qu'il apporte aux institutions de l'Union africaine. Et le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a ensuite accordé une audience au Comité international des Jeux de la francophonie. La Côte d'Ivoire, vous le savez, je le rappelle, accueille les 8e Jeux de la francophonie en 2017. Les explications de Hugues Webley. Conduisait la délégation de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la présidente de l'institution, la juge Sophia Akufo. Sujet évoqué à cette audience avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, la déclaration requise par l'article 34 du protocole portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La juge Sophia Akufo a ici exprimé le vœu de voir le gouvernement de Côte d'Ivoire envisager la possibilité de la déposer. Le pays deviendra ainsi le 7e à le faire et le 4e en Afrique de l'Ouest. Nous avons demandé à Monsieur le Premier ministre de pouvoir considérer la possibilité de faire la déclaration spéciale contenue, n'est-ce pas, dans le protocole qui a créé la Cour. C'est une déclaration qui va permettre aux individus et aux ONG de pouvoir amener des cas à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Avec le Comité international des Jeux de la francophonie qu'il a reçu par la suite, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est penché sur l'organisation des Jeux que la Côte d'Ivoire va accueillir en 2017. Mahaman Laouana Seriba, le directeur du Comité international des Jeux de la francophonie, a dit au Premier ministre et aux membres du gouvernement qui l'entouraient que le processus d'organisation des 8e Jeux en Côte d'Ivoire est lancé. Statutairement, aussitôt que le pays est désigné, il doit mettre en place un comité national d'organisation. Donc, nous avons livré toutes les informations nécessaires et utiles à la mise en place de ce comité. Le Premier ministre nous a rassurés, en tout cas, de toutes les dispositions que la Côte d'Ivoire prendra pour que les calendriers soient tenus. Donc nous repartons particulièrement réconfortés. La délégation indienne en mission de prospection en Côte d'Ivoire poursuit ses rencontres. Après les différents ministères, cette délégation était face aux entreprises et hommes d'affaires ivoiriens hier au centre de conférence du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. On en parle avec Herman Yamia. Pourquoi investir en Côte d'Ivoire? Quelle est la politique de l'État pour attirer les investisseurs? Et que gagne un investisseur à s'intéresser à la Côte d'Ivoire? Autant de préoccupations sur lesquelles la délégation indienne en prospection en Côte d'Ivoire a pu être éclairée. Selon le président de la Chambre de commerce et d'industrie et le directeur général du CPC, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, cette mission indienne arrive à point nommé. L'Inde a une grande expérience au niveau des médicaments génériques. Et je pense que la Côte d'Ivoire peut tirer un profit de cette expertise. Aujourd'hui, nous voulons bâtir notre économie sur l'industrialisation de nos matières premières. Et donc, ça permettra de pouvoir développer ce que nous appelons aujourd'hui les PME. Parce que des petites unités industrielles installées, c'est des PME qui s'engrangent, qui se créent. Selon le représentant du Bureau national d'études techniques et de développement, des projets prioritaires sont sur la table du gouvernement, à savoir la réhabilitation de plusieurs infrastructures routières reliant la Côte d'Ivoire aux pays voisins, la construction de 30 000 salles de classe dans le primaire, la construction de 3 universités, la réhabilitation de 600 centres de santé, la construction d'un pipeline reliant Abidjan à Lagos, la construction d'un centre de stockage d'hydrocarbures à San Pedro, la construction de 20 000 logements par an à Abidjan et le développement de la riziculture pour réduire le déficit. Autant de projets qui devraient susciter un intérêt particulier chez les investisseurs indiens. Après donc les exposés, les hommes d'affaires ivoiriens ont eu des rencontres B2B avec la mission indienne. Des rencontres qui devraient se solder par des partenariats fructueux. Indiscipline des policiers, mauvais comportement dans les postes de police, phénomène de racket ou encore manque de courtoisie sont entre autres les reproches faits à la police nationale. Pour corriger ces dysfonctionnements, une rencontre de sensibilisation au respect de la charte et du code de déontologie de la police a lieu à Grand-Bassam. On y va avec Mamadou Kwasi. Phénomène de racket, manque de courtoisie, non-respect du sens du service public, indiscipline des policiers, mauvaise tenue des postes de police. Autant de dysfonctionnements constatés au sein de la police nationale.
Pour les autorités policières, ces dysfonctionnements se justifient par le non-respect de la charte d'accueil et du code de déontologie de la police nationale. Une sensibilisation s'impose donc. Pour atteindre cet objectif, un séminaire est ouvert dans la commune de Grand Bassam. Le policier doit être intègre, le policier il doit être loyal, il doit être courtois, il doit respecter les secrets professionnels, etc., etc. Nous allons mettre l'accent là-dessus pour expliquer encore plus en profondeur ce que cela signifie. Pour le directeur général de la police nationale, le respect de ces textes est un facteur essentiel pour le développement de la Côte d'Ivoire. La population attend beaucoup de nous. Elle a besoin d'être rassurée par sa police. Tant aujourd'hui, l'homme est au centre de tous nos projets de société. Et la police ne saurait demeurer en reste. La charte d'accueil et le code de déontologie vont contribuer à réduire cette vision négative d'une police affublée d'épithètes avilissantes, qui brouille les bonnes actions qui mènent chaque jour la grande majorité des policiers consciencieux et professionnels. Au terme de cette session de formation, des animateurs relais seront installés dans les services afin de vulgariser et faire appliquer la charte d'accueil et le code de déontologie de la police nationale. Pour cette première phase, 4 989 policiers sont concernés. Une délégation de l'école d'état-major de Libreville est en Côte d'Ivoire depuis le 5 mai. Cette délégation et des élèves officiers issus de 18 pays d'Afrique ont visité le centre de coordination des décisions opérationnelles et le bureau d'études techniques et du développement. Objectif, s'informer sur le fonctionnement de ces structures en vue d'améliorer les connaissances des élèves militaires. Le reportage de Francis Boeffo. Centre de cartographie et de télédétection du Bureau national d'études techniques et de développement BNET à Cocody. Les élèves de la 12e promotion de l'école d'état-major de Libreville, baptisée promotion Alassane Ouattara, et les responsables de cette école se font expliquer les différentes étapes de la réalisation des cartes. L'enseignement que je retiens, c'est que c'est un outil dont nous avons besoin et qui doit être normalement perpétué par la plupart de nos pays. L'armée aussi devait avoir sa structure, puisque nous avons des données qui sont spécifiques à l'armée. Et il serait quand même bien que cette structure puisse aider les structures militaires à mettre en place une telle structure de cartographie pour des usages purement militaires. Avant le BNET, la délégation conduite par le commandant école, le colonel Abamé Eyege, était au centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO. Deux choses ont retenu notre attention. Tout d'abord, l'approche interministérielle, parce qu'on y voit à la fois du personnel de la police, de la gendarmerie et de l'armée, mais surtout également la sophistication des moyens qui sont mis en œuvre pour lutter contre la criminalité. Et ça nous inspire en tout cas un sentiment de fierté en tant que professionnels de la sécurité. Cette visite d'études des élèves officiers s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la sortie de la 12e promotion des élèves militaires, dont le président Alassane Ouattara est le parrain. Le parrain de la promotion nous a offert un voyage en Côte d'Ivoire. Un voyage qui nous permettra de découvrir la Côte d'Ivoire dans ses structures économiques, militaires et culturelles. La visite qui prend fin le 12 mai prochain conduira la délégation forte de 71 personnes dans plusieurs structures à Abidjan et à l'intérieur du pays. Le ministre du Logement et de la Construction, Mamadou Sanogo, était l'invité hier de RTI 1 Reçoit. Il a parlé de la politique de logement en Côte d'Ivoire et il a annoncé le remboursement des frais de préinscription en cas de rejet des dossiers. Je vous propose de l'écouter. Et ceux qui ne seront pas retenus par rapport aux pré-souscripteurs qui n'auront pas rempli les conditions d'éligibilité. Alors, c'est vrai, vous avez dit tout à l'heure, ils seront remboursés. On leur remet les 30 000. Mais est-ce qu'ils pourront après, je vais dire, pré-souscrire? Oui, c'est cela avec beaucoup de peine, parce qu'ils ne viennent pas là pour se faire rembourser. C'est pas pour, ils ne viennent pas déposer 30 000 pour attendre qu'on rembourse 30 000. Ils viennent déposer 30 000 pour recevoir. Ils peuvent aller corriger les imperfections. Bien sûr, donnez-moi l'occasion. Alors, nous, avant même de rembourser, la question va leur être posée, est-ce que vous voulez continuer? Mais avant de les maintenir dans le fichier, la consigne qui a été donnée aux collaborateurs a été celle de leur dire, écoutez, rassurez-vous que ce qui leur est reproché par le promoteur ou par la banque a été corrigé. Parce que c'est vrai, ils sont entrés dans le flux. L'étape suivante, c'est le promoteur et sa banque à la fois qui les reçoivent, ensemble.
Le promoteur a ses exigences commerciales, sa banque aussi. S'ils ne remplissent pas ces deux critères parce qu'ils ont affirmé des choses qui ne sont pas vraies, c'est leur propre faute. Nous leur demandons, vraiment, l'État voulait vous aider. Est-ce que vous pouvez corriger? S'ils nous disent, OK, maintenez mon dossier chez vous, nous allons corriger, on me reproche tel élément, mais nous allons maintenir le dossier pour la phase 2 et les réorienter vers un promoteur. Le ministre du Logement était interrogé par Victorien Angwa et Marie-Laure Ngoron. Je vous fais lecture maintenant de ce communiqué. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi et des Affaires sociales et de la formation professionnelle communique en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars en 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le jeudi 9 mai 2013, jour de l'Ascension, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite Convention, le jour de l'Ascension est déclaré jour férié, chômé et payé, signé Moussa Dosso. La faim et la malnutrition touchent 1 milliard de personnes dans le monde. Les zones les plus concernées se trouvent en Afrique. 22 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre ont donc décidé de fédérer leurs efforts pour atteindre la sécurité alimentaire et se sont réunis au sein du Conseil Centre-Ouest africain pour la recherche et le développement agricole. On en parle avec Fatou Fofana. Feed the Future, rendre l'alimentation disponible dans le futur. Il s'agit d'un système d'appui au développement du gouvernement américain. Il est mis en œuvre par le Conseil ouest-africain pour la recherche et le développement agricole, CORAF. En Afrique de l'Ouest, ce programme est basé sur les filières prioritaires définies par la CEDEAO, que sont les céréales, la viande et le lait. Les 22 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre sont réunis à Grand-Bassam pour proposer des solutions concrètes afin de parvenir à la sécurité alimentaire. L'un des 6 projets principaux en phase d'élaboration concerne le riz. Le projet sur la filière riz a pour objectif d'améliorer la compétitivité et la productivité de la filière, depuis la production jusqu'à la transformation post-récolte. En Côte d'Ivoire, le point focal du CORAF est le Centre national de recherche agronomique CNRA. Les chercheurs de ce centre sont à pied d'œuvre pour jouer leur partition dans l'atteinte de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique de l'Ouest. C'est un projet qui vise en gros à atteindre l'autosuffisance en riz dans les différents pays concernés. Et en général, le projet Feed the Future, qui est le FITIFI, veut éradiquer la famine et puis l'extrême pauvreté. Cette coopération sud-sud accorde la priorité à la prise en compte de tous les acteurs locaux pour améliorer la productivité et la compétitivité des différentes filières agricoles. Rendons-nous à Sassandra pour assister à la 3e assemblée ordinaire de la coopérative des producteurs de café cacao. Le bilan de la coopérative a été fait au cours de cette assemblée. Il est jugé positif d'après Herman Yamia. La campagne café-cacao terminée, l'heure est à la présentation des bilans pour les coopératives. La coopérative des producteurs café-cacao de Sofosi 6 Louri, dans le département de Sassandra, s'est essayée à cet exercice au cours de sa 3e assemblée générale ordinaire. Il y ressort que la coopérative, au titre de l'exercice 2012-2013, a commercialisé plus de 4 399 tonnes de fèves de cacao avec plus de 4 milliards de chiffre d'affaires et réalisé un bénéfice net de 30 millions de francs CFA. La coopérative l'a octroyé comme prêt à certains de ses membres et a participé à la réalisation d'infrastructures communautaires telles que la construction d'une église et le démarrage des travaux d'un bâtiment de 3 classes pour l'école primaire du village. Au titre des perspectives, cette coopérative entend atteindre les 5 000 tonnes de cacao, accroître le soutien aux producteurs membres, renforcer son parc automobile et s'engager dans la voie de la certification pour permettre aux coopérateurs d'accroître leurs revenus.
On va se rendre à Bengourou. Je vous préviens, ça ne sera pas du tout facile. On pourrait même parler de calvaire. La route est fortement dégradée avec en prime l'inquiétude que suscite le pont sur le fleuve Comoé qu'il faut absolument traverser. Joanna Toubé est notre guide. Il n'est pas aisé de se rendre à Bengourou aujourd'hui. Principale raison, l'état de la route. Tous les usagers s'accordent, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, pour dire que c'est un calvaire. Dans le village de Kokina, à 15 km de la cité royale, les populations ont souvent été témoins de drames causés par le mauvais état de cette route. La route n'est pas bonne, donc toujours les motos font accident sur notre route ici. Il n'y a pas longtemps, il y a le cas de San Pedro qui est tombé ici. Il y a eu des blessés, mais il n'y a pas eu de mort. Ce n'est pas nouveau, c'est dommage pour nous que la voie soit dans cet état-là. Voilà, donc on souhaiterait que l'État puisse nous aider à faire quelque chose pour réhabiliter cette voie, pour permettre quand même à nous les usagers d'être quand même dans de bonnes conditions. Le pont qui a dit quoi aussi, il y a un gros trou et vraiment c'est difficile. Ah, ce pont, ouvrage vieux de plus de 50 ans, devenu branlant, le pont sur le fleuve Comoé inquiète et fait peur. Les énormes piliers et figures en béton composant sa structure et que laisse voir l'assèchement de ce cours d'eau ajoute à l'inquiétude des usagers. À la surface, on ne voit plus qu'une chape de nids de poules, aussi énormes et profonds les uns que les autres. Même si l'on a essayé de combler ces nids de poules avec empressement, le danger, lui, est toujours permanent. Moi, quand je marche sur le pont, ça me fait peur. Je me dis, est-ce que peut-être le pont peut descendre avec moi? Souvent, j'ai beaucoup de questions à me poser moi-même. Aujourd'hui, ils ont fermé le trou, ils ont ramassé des sables, au moins 4 voyages. Ils sont venus fermer le trou. C'est ça qui a fait que on a pu marcher sur le pont. Sinon, il y avait un gros trou même au milieu du pont. Quand les voitures, les grumiers empruntent le pont comme ça, le pont, ça dandine. Les derniers travaux effectués sur le pont d'Abengourou, les nids de poules comblés avec du sable sans aucun autre matériau ajouté, il n'y a pas de quoi garantir leur durabilité. Les usagers, eux, devront encore gérer leur peur et leur anxiété à chacun de leurs passages sur l'axe Abidjan-Abengourou. Les chefs traditionnels des sous-préfectures de Tafiré et de Bandikana ont protesté récemment contre la SUCAF. Ils reprochent à cette entreprise sucrière son absence de politique sociale en faveur des populations. Le reportage de Kader Sogdogo dans un commentaire de Kwadjo Kwame. Les populations des sous-préfectures de Tafiré et de Badika dans la région du Hambol, avec à leur tête le conseil des chefs traditionnels des deux localités, sont en colère contre la principale société de fabrication de sucre en Côte d'Ivoire, la SUCAF. Les clauses du contrat entre les responsables de l'entreprise et les chefs traditionnels portant sur des mesures sociales n'ont jamais connu un début d'exécution. Il s'agit pour nous ici, à travers ce sitting que nous avons organisé devant l'administration de l'entreprise SUCAFSI, de protester vigoureusement contre les pratiques esclavagistes. Le mépris affiché par les dirigeants de cette entreprise. Comment comprendre qu'une entreprise comme celle-ci, qui se trouve sur notre territoire, ne puisse pas embaucher nos parents? Nous ne sommes pas d'accord. Voyez-vous ce complexe-là a ici l'eau courante gratuitement pour toutes les habitations. Ils ont l'électricité gratuitement. Mais le village Pangalaka, dont ils sont sur les terres, ils occupent près de 17 000 hectares de Pangala. Le village se trouve à moins d'1,5 km de leur site. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Pour permettre à la SUCAF de bâtir une deuxième unité industrielle, faire que deux, la chefferie traditionnelle des deux sous-préfectures a octroyé plus de 17 000 hectares de terres appartenant à la population du village de Pangalaka. Le chef du village de Pangalaka, propriétaire terrien donc, s'explique mal son statut de manœuvre saisonnier à la SUCAF de faire que deux. Je n'ai plus de temps pour aller au champ. Je suis obligé de venir faire temporaire, moins 3 à 6 mois, ou 4 mois, pour avoir quelque chose à manger. Mon personnel, je gagne 45 000. Ce conflit qui dure depuis maintenant 2 ans a atteint un autre stade. Nos tentatives de rentrer
En contact avec le responsable de l'usine sont restés vaines. Les chefs traditionnels, quant à eux, entendent reprendre les négociations qu'à une seule condition, la venue du directeur général de la SUCAF à Pangalaka. Dans le cas contraire, ils seront dans l'obligation de faire arrêter le fonctionnement de l'usine. Le district sanitaire de Nation vient de recevoir une ambulance. C'est un don de la première dame de Côte d'Ivoire. Les clés de cette ambulance ont été remises au directeur départemental de la santé de Nation. On en parle avec Thérèse Yoboué. Fini pour les populations des nations, les difficultés pour l'évacuation des malades vers les grands centres de santé. Elles viennent de recevoir une ambulance neuve, tout équipée. C'est un don de la première dame, Mme Dominique Ouattara, don destiné au district sanitaire des Nations. Les clés de l'ambulance ont été remises au préfet des Nations par le député Kwaku Ouattara, qui les a ensuite remises au directeur départemental de la santé. Le président du collectif des chefs traditionnels, le représentant du maire, le directeur de la santé ont tour à tour exprimé leur gratitude à la première dame, Mme Dominique Ouattara, pour ce geste à leur endroit. Cette ambulance a été acquise grâce aux efforts du député Kwaku Ouattara. L'ambulance est équipée d'une bonbonne d'oxygène pour les personnes intoxiquées, d'un aspirateur pour les voies respiratoires encombrées, d'un tensiomètre, de lits, de matériel pour faciliter les accouchements lors d'un transfert. La lutte contre les grossesses précoces est au centre des activités du programme national de la santé scolaire. Un séminaire a réuni les acteurs du système éducatif et universitaire pour définir les axes de la sensibilisation. Le reportage de Soro Corona dans un commentaire de Chaltetou. En Côte d'Ivoire, la situation de la santé sexuelle et reproductive des jeunes est préoccupante, marquée par une prévalence élevée de grossesses précoces. Selon les données du Programme national de santé scolaire et universitaire, plus de 2800 grossesses ont été enregistrées en 2012. Pour l'année scolaire 2013, on dénombre déjà 3700 cas. Les études révèlent aussi que plus de 52% des jeunes de 14 à 24 ans sont sexuellement actifs avec une activité sexuelle plus précoce chez la jeune fille. Près de la moitié des filles contractent une grossesse entre 14 et 24 ans. Et 70% de ces grossesses ne sont pas désirées. Face à ce problème, un séminaire de renforcement des capacités en technologie contraceptive au profit des prestataires des services de santé et universitaires a été initié à Bouaké. Les grands déterminants de cette mortalité maternelle, parmi ces déterminants se trouve la question donc, des grossesses non désirées. Dans le milieu scolaire, de plus en plus, on parle des grossesses précoces, des grossesses non désirées, qui, compte tenu du contexte particulier de ces élèves-là, de ces jeunes filles élèves, débouchent malheureusement sur des cas d'avortement qui se pratiquent dans des conditions sceptiques. Durant du jour, 26 médecins, sages-femmes et infirmiers venus de toute la Côte d'Ivoire ont été formés aux nouvelles méthodes contraceptives et de planification familiale. La situation est vraiment préoccupante parce qu'aujourd'hui, nous dénombrons depuis le début d'année près de 3000 cas de grossesse précoce. Les grossesses précoces ne sont que la partie visible de l'iceberg parce que nous avons d'autres phénomènes qui sont à côté de ces grossesses-là, des maladies sexuellement transmises et même le VIH-Sida. Ces professionnels de la santé scolaire et universitaire ont aussi reçu des notions sur la précocité des relations sexuelles et la multiplicité des partenaires sexuels des jeunes. Un mot sur la journée internationale de la sage-femme célébrée dernièrement. Les sages-femmes sont mal perçues en Côte d'Ivoire, à tort ou à raison. Difficile de le dire, toujours est-il que l'association pour la sage-femme ivoirienne a organisé une conférence publique sur l'image de la sage-femme. Et les sages-femmes de Côte d'Ivoire veulent se soutenir mutuellement. Elles demandent des meilleures conditions de travail, le retrait de leur rang de toutes celles qui ternissent leur image. Les intendants et les économes des établissements scolaires de Côte d'Ivoire ont décidé de prendre leur gestion en main. Ils viennent de créer une association pour faire face aux difficultés qu'ils rencontrent et surtout pour se faire entendre. L'Union des intendants économes a tenu sa première assemblée à l'auditorium de la Bibliothèque nationale. Aminata Dombio est la présidente de cette union et formée comme conseiller financier des administrations
administrateurs de crédit. Les économes et intendants des établissements scolaires doivent maîtriser certains ouvrages de circuit, notamment la gestion des recettes de services. On en vient maintenant au troisième titre de cette édition. Au Pakistan, le sprint final de la campagne en vue des élections législatives de samedi a marqué une pause à la suite des blessures à la tête et au dos que s'est infligé le candidat Imran Khan. À 4 jours des élections législatives au Pakistan, les attentats contre les candidats se multiplient et les victimes collatérales se comptent en centaines. Coup sur coup, lundi et mardi, le parti islamiste GUI a été la cible d'attentats dans le nord du pays. Bilan, au moins 28 morts et de nombreux blessés. Le chef de ce parti ne veut pas se laisser intimider. Aujourd'hui, il est trop tard pour reporter les élections. Qu'importe le nombre de morts, ces groupes qui veulent reporter les élections ont perdu, en dépit de tous leurs efforts et leur magouilles. Depuis le 11 avril, date du début de la campagne pour les législatives du 11 mai, plus de 107 personnes ont été tuées au Pakistan. Des attentats presque tous revendiqués par les talibans pakistanais du TTP. Opposé à des élections qu'il juge non islamiques, le groupe armé a tué 3 candidats et vise tous les partis, les islamistes, les indépendants et les laïcs. Nous condamnons les attaques. Nous voulons dire aux Pakistanais que nous ne perdrons jamais courage, malgré l'horreur de ces attentats. Malgré les violences, les candidats font campagne au péril de leur vie. Pour le jour J, le 11 mai, 600 000 membres des forces de sécurité seront déployés au Pakistan. L'impact des attentats pourrait toutefois se ressentir sur la participation au scrutin. Un scrutin clé pour consolider la démocratie d'un pays, coutumier des coups d'État. Et c'est la fin de ce JT. Merci de votre aimable attention. Souvenez-vous de toujours aimer malgré tout.